Peut-on faire un fonds ESG transparent? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Enjeu Patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Morgane Monestier. Bonjour Morgane. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes gérante chez Préval Finance. On a le plaisir d'accueillir également Vincent Auriac. Bonjour Vincent. Bonjour Nicolas. Vous êtes président d'Axilia. Si on vous reçoit tous les deux sur ce plateau, c'est parce que Préval Finance a lancé un fonds, le fonds Préval Score Carbone Axilia Action Europe. Et ce fonds est basé sur le score carbone Axilia. On va parler de ce score, Vincent, mais on va parler de transparence aussi avec vous, notamment sur les investissements réalisés par le fonds. Déjà, première question, Vincent, avant que vous nous parliez du score carbone Axilia, c'est possible de faire un fonds transparent, ESG transparent en 2026? Alors c'est même plus que possible, c'est ce qu'on a souhaité. Ok. En 2019, et on a souhaité faire ça de manière la plus simple possible, avec quelque chose qui ressemble à un Nutri-Score. Vous savez, c'est comme sur les paquets de Madeleine. Bien sûr, oui. Aussi simple que ça. Donc, on est parti à rebours de tout ce qui se faisait, et on a voulu faire un score carbone qui rende en euros les coûts cachés du changement climatique. D'accord. Voilà. Donc, au lieu d'avoir une note sur 10, avec 9,2, 3,5, on a une facture carbone, on convertit en euros les coûts cachés du carbone. Il y a des économistes qui passent leur journée à ça. Donc ça nous fait une facture carbone en euros. Et cette facture, comme toute facture qu'on reçoit, EDF, Orange et autres, on doit pouvoir la payer avec son bénéfice d'exploitation, ce qu'on appelle l'EBITDA pour les financiers. Donc l'EBITDA moins la facture. Si vous êtes en bonne posture, vous devez garder quelque chose de positif de tout ça. D'accord. Donc en fait, vous calculez une sorte de nouvelle rentabilité en prenant en compte les coûts cachés liés au carbone, aux émissions carbone de l'entreprise. Tout à fait, une rentabilité décarbonée, une rentabilité ajustée du carbone. D'accord. Qu'on est en train de payer, hein. La collectivité est en train de payer ça sous forme de catastrophes climatiques, d'inondations, de submersions, de sécheresse. Mais c'est pas dans les mêmes poches. Voilà. Mais nous, donc, on met ça comme si c'était dans la poche, dans un principe pollueur-payeur. On a tous un problème avec ça. Hein. C'est pas un anathème contre les entreprises. On a tous un problème avec le changement climatique. Et c'est ça le score carbone Axilia ? C'est ça le score carbone. Donc, la facture rapportée à l'EBITDA, au bénéfice, il y a une pression. Plus la pression est forte, on va vers le rouge, donc le côté Nutri-Score, et plus la pression est faible, on reste dans le vert. Voilà. Et donc on a 6 gradients comme ça de couleurs. ABC, facture plus petite que le bénéfice, DEF, facture plus élevée. Pour bien comprendre, pour une entreprise du CAC 40 ou pas que, mais dans laquelle un fonds pourrait investir, c'est quoi un coût caché du carbone ? Un coût caché, c'est ce que les économistes calculent, c'est-à-dire un dommage qui est lié à l'élévation de la température. Prenons un exemple très simple, qui n'est pas français. Madagascar. 20% du PIB est lié à l'agriculture. 60% du PIB est lié à l'agriculture, aux familles et à toutes les gens qui gravitent autour de l'agriculture. Si vous avez une augmentation des températures à Madagascar, qui est déjà un pays extrêmement pauvre, vous allez avoir une baisse des rendements agricoles, bien sûr, une baisse des revenus des familles et donc une baisse du PIB. Et donc on a bien un lien entre l'élévation des températures et une baisse du PIB. Les économistes font ce calcul-là sur tous les pays et ils vous trouvent un coût du carbone autour de 150 € la tonne. D'accord, ok. Et ensuite, on reporte ça sur les émissions de tonnes de carbone. Collectivement, on est quelque part responsable de ces 150 €. Et comment on l'impute ensuite à une entreprise plutôt qu'une autre ? C'est totalement virtuel, il n'y a pas de réglementation qui l'impose. D'accord. Mais c'est collectivement ce qu'on paye tous. D'accord. Ce que les économistes arrivent à calculer. D'ailleurs, il y a 3 semaines, le prix du meilleur jeune économiste a été attribué à Adrien Bilal, chercheur de Stanford, français, polytechnicien, pour ses travaux exactement sur ce sujet-là. D'accord. Alors, il y a une question qui me vient quand même, c'est que est-ce qu'on peut être rentable en termes de carbone et produire du carbone par ailleurs ? Mais avant ça, j'aimerais poser plusieurs questions à Morgane Monestier. Donc Morgane Monestier, vous êtes gérante chez Préval Finance. C'est Préval Finance qui a lancé donc ce fonds, Préval Score Carbone Axilia Action Europe. Du coup, comment est-ce que vous sélectionnez ensuite les entreprises ? Vous mettez en place la méthodologie Score Carbone Axilia et ensuite vous sélectionnez les entreprises et les investisseurs peuvent savoir exactement quelles sont les entreprises dans lesquelles vous investissez ? Exactement. Alors en fait, pour vous faire un peu la petite histoire, Préval Finance, on est une structure aujourd'hui où on gère 4 milliards d'encours, principalement pour des clients institutionnels. On a notamment l'Agir Carco en client. On est habitué à proposer des solutions vraiment adaptées à l'investisseur. D'accord. Et c'est vrai que quand Vincent nous a parlé de son score, aujourd'hui on gère exclusivement des stratégies de conviction, et notamment sur les actions européennes dont j'ai la charge.
pour nous, il était important de lancer une stratégie de conviction sur la base de ce score. D'accord. Donc aujourd'hui, la stratégie Préval Score Carbone Accéléré Action Europe, c'est une stratégie de conviction. On vient sélectionner les entreprises sur la base du score carbone. Donc aujourd'hui, c'est environ 180 valeurs sur un univers de 400 titres, le MSCI Europe. Donc il y a quand même un univers d'investissement en prenant en compte cette stratégie suffisamment large pour créer un fonds et investir. Ça nous donne un univers qui est très large pour investir, puisqu'on a 180 valeurs. En revanche, c'est un univers qui est très contraint, puisqu'on exclut quand même la moitié du MSCI Europe. D'accord. Ça va entraîner, donc cette sélection de valeurs, ça va entraîner des biais. Et en tant que gérante, moi, mon rôle, ça va être de chercher à corriger au maximum ces biais. Les biais vont être entraînés par différentes choses. On va avoir quelques exclusions sectorielles dans le cœur du score, donc notamment la défense, ou les EHPAD, ou l'alcool. D'accord. Et ensuite, le score en lui-même, la construction du score, va venir exclure certains secteurs d'activité ou certaines entreprises, donc certaines géographies. Par exemple, le secteur de l'énergie aujourd'hui n'est pas capable de payer sa facture et ne sera pas capable de la payer demain. C'est une question toujours de calcul, charge, produit-charge, c'est ça, en lien avec le carbone. D'accord. Et peut-être que dans, on l'espère, 3 ans, 4 ans, ces entreprises pourront rentrer dans le portefeuille parce qu'une amélioration du score. Et pardon, pour que le score s'améliore, il faudrait qu'elles émettent moins de carbone et en même temps qu'elles soient capables de payer l'impact sociétal, si je comprends bien, puisqu'en fait on redivise sur les entreprises l'impact sociétal de l'augmentation de la température, par exemple. C'est bien ça ? Il faudrait qu'elles baissent les émissions. D'accord. Ça, leurs émissions à elles. Leurs émissions à elles, oui. Puisque ce sont leurs tonnes d'émissions qui sont prises en compte, multipliées par le coût du carbone à 150 €, ou alors qu'elles augmentent leur EBITDA. D'accord. Mais oui, qu'elle soit tellement rentable qu'elle puisse. Voilà. D'accord. Ok. Mais quand on augmente les bidas, on augmente les émissions. On augmente les émissions. Bien sûr. Aujourd'hui, on est dans un monde où on ne sait pas faire autrement que de créer de la croissance à partir d'énergies fossiles, pour l'essentiel. Donc généralement, il n'y a pas de piste du côté de l'augmentation de l'EBITDA, sauf avoir modifié son process industriel et avoir trouvé une nouvelle technologie qui fait qu'il y a une rupture par rapport au passé et on émet moins de CO2 pour un même euro de bénéfices générés. Morgane, donc du coup c'est plus clair sur effectivement notamment les sociétés de l'énergie qui ne sont pas présentes aujourd'hui. Voilà. Et donc mon rôle en tant que gérante, ça va être de prendre toutes ces contraintes, cette sélection de valeurs de conviction, et de constituer un portefeuille en gardant toujours à l'esprit que aujourd'hui on s'adresse à qui ? On s'adresse à des institutionnels, des conseillers en gestion de patrimoine ou des particuliers pour qui l'environnement, le réchauffement climatique est important. D'accord. Mais on a également conscience que sur une assurance vie d'un particulier, on parle du placement d'une vie. La performance ne doit pas être laissée mise de côté. Donc, et ça, on y arrive en 2026 ? Et alors, c'est ce qu'on vous propose dans le fond, c'est qu'aujourd'hui, par la construction quantitative, on va venir corriger tous ces biais, donc sectoriels, biais géographiques, et biais de capitalisation boursière pour permettre de proposer un fonds qui réagira au mieux possible en ligne avec les actions européennes. D'accord. Alors aujourd'hui, on a une tracking error de 2,5. C'est assez faible pour un fonds actif, parce que ça reste un fonds actif, un fonds de conviction sur des valeurs avec un biais environnemental. Et on vient corriger tous ces biais un à un. Alors, pour l'énergie, effectivement, on aura un biais. D'accord. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'investissement dans les énergies renouvelables dans votre fonds parce que quand on parle d'énergie, on parle aussi d'énergie renouvelable pour le coup. Alors vous pouvez avoir des acteurs de l'industrie très exposés aux énergies renouvelables qui, eux, seront dans le portefeuille. D'accord. Donc si on parle d'acteurs de l'éolien, on va plutôt parler d'acteurs de l'industrie. Ils pourront être présents en portefeuille. D'accord, je comprends. Ouais. Mais si on parle de grands acteurs énergétiques, énergie fossile, effectivement. Énergie fossile, il n'y en aura pas en portefeuille. Il y a 5%, c'est le poids dans l'Europe des énergies fossiles, et ces 5% sont redistribués sur les autres secteurs. D'accord. Et sur la base des sociétés qui passent le cap du score carbone, effectivement, le travail de Morgane, c'est de redistribuer ces 5% là sur les secteurs de manière à avoir la neutralité la plus forte possible. D'accord. Okay. Et ça, c'est le gage d'un suivi de l'indice. Effectivement, le fonds est très récent, mais par cette construction-là, qui est très quantitative, ça c'est ce qu'on a souhaité également, c'est beaucoup de chiffres, c'est très quantitatif. On a un score carbone avec des euros, alors qu'avant on avait une note sur 10. Bien sûr. Et du qualitatif. Et il y a du quantitatif dans le process de gestion qu'a mis en place Morgane, qui est sa patte personnelle.
Une question, Morgane, sur le type de société. On est plutôt sur des très grandes entreprises européennes, sur des small et mid également. Comment est-ce que vous construisez ce portefeuille? Alors, on aura de tout. Dans le MSCI Europe, on a principalement des grandes capitalisations boursières et des moyennes capi. Donc, on aura un peu de tout. Moi, mon rôle, ça va vraiment être de, encore une fois, limiter mes biais. Donc, c'est-à-dire que si je me rends compte par la sélection qu'on a un peu trop de moyenne capitalisation boursière par rapport aux grandes, on va repondérer légèrement les grandes au détriment des moyennes, tout en les conservant en portefeuille. D'accord. Histoire effectivement de limiter les biais d'investissement. Dernière question, peut-être pour vous. Est-ce que vous avez déjà des retours des investisseurs avec qui vous échangez sur un fonds avec cette méthodologie-là, peut-être encore plus transparent que ce qui peut exister sur le marché à l'heure actuelle? Alors, depuis le lancement, on a 2 investisseurs qui nous ont suivis, des investisseurs institutionnels. On a également un investisseur institutionnel qui est intéressé par le produit et qui devrait prochainement investir. Et on a fait récemment un webinaire dans lequel Vincent a participé. Et on a eu effectivement des retours très positifs de multigérants cette fois-ci. Sur le produit. Il y a même une personne qui, à titre personnel, a trouvé l'approche très intéressante et demandé si on pouvait en acheter en PEA. D'accord, ok. Bon, malheureusement, on coche un certain nombre de cases, mais pas la case du PEA. Pas PEA, d'accord. Mais voilà, en tout cas, la façon dont fonctionne le fonds, visiblement, c'est quelqu'un qui travaille dans une très très grande société de gestion américaine, en l'occurrence. Et à titre personnel, il demandait s'il pouvait acheter ce produit. Donc voilà, on trouve ça très intéressant. Effectivement, ce grand institut dont on ne peut pas donner le nom, comme c'est le cas habituellement, mais qui est prêt à rejoindre l'aventure une fois que le fonds sera un peu plus gros. Parce que pour l'instant, effectivement, il a été financé au départ par des acteurs de l'économie sociale et solidaire. D'accord. Voilà, donc c'est aussi un fonds qui est capable de regrouper pas mal d'intérêts d'investisseurs de nature très et d'aller chercher l'adhésion aussi des acteurs de l'économie sociale. Qui ne sont pas habituels. Merci à tous les deux. Merci Morgane Monestier, gérante chez Préval Finance. Merci Vincent Auriac, président d'Axilia. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.